Je suis arrivé à la soirée d'inauguration du cabinet d'avocat de ma femme, seulement pour voir tout le monde rire et me montrer du doigt, le mari d'essai est là et puis ma femme m'a tendu une enveloppe, la première affaire de mon cabinet est notre divorce, signé par. Alors je suis parti. J'ai discrètement annulé tous les paiements, la fête, les voyages et j'ai retiré mon investissement de 20 millions de dollars de son cabinet. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'est illuminé avec 456 appels manqués. Quelqu'un s'est présenté à ma porte, tout le monde m'appelait le « mari d'essai ». Ma femme a annoncé que j'étais le premier dossier de son cabinet. Elle m'a dit de signer les papiers et de partir. Alors, j'ai fait exactement ça. J'ai signé, souri, et je suis sorti calmement. Ce qu'elle ignorait, c'est que je finançais son rêve avec 20 millions de dollars de mon propre argent. Et dans les 60 secondes suivantes, j'étais sur le point de retirer chaque dollar sous ses pieds. Les appels ont commencé avant même que j'atteigne ma voiture. 456 appels manqués. Puis, quelqu'un s'est présenté à ma porte, et tout ce qu'elle avait construit s'est effondré, d'une manière qu'elle n'avait jamais vu venir. Je m'appelle Trevor Ashford. J'ai 46 ans et, depuis 22 ans, je dirige Ashford Capital Management, une société de capital investissement que j'ai bâtie à partir de rien. J'ai commencé avec 50 000 dollars empruntés à mon défunt père, et j'en ai fait un portefeuille valant plus de 200 millions de dollars. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je le dis parce que comprendre d'où je viens rend ce qui s'est passé ensuite tellement pire. Mais avant d'entrer dans les détails de la façon dont j'ai démantelé tout ce que ma femme avait construit, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement, et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous auriez fait à ma place. Et si cette histoire résonne en vous, explosez ce bouton « j'aime », car vous êtes sur le point d'entendre comment une sortie silencieuse a détruit un empire entier. J'ai rencontré Victoria Cambridge lors d'un gala de charité, il y a 14 ans. Elle avait 28 ans à l'époque, fraîchement sortie de l'école de droit, travaillant comme associée chez Morrison & Blake, l'un des cabinets d'avocats d'affaires les plus prestigieux de Chicago. Elle avait cette façon de commander une pièce sans même essayer. Une intelligence vive, un esprit encore plus vif, et ce genre de confiance qui rendait les associés seniors nerveux. Quand elle a ri à ma blague sur le fait que les avocats d'affaires étaient des initiateurs de disputes professionnelles, j'ai su que j'étais fichu. Notre mariage était tout ce que Victoria voulait. La salle de bal de l'hôtel Drake, 300 invités, une couverture dans un magazine de luxe de Chicago. Elle portait une robe Vera Wang sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens, et je me fichais du prix, car la voir heureuse valait chaque dollar. Nous avons passé notre lune de miel sur la côte amalfitaine, passant 3 semaines à boire du vin et à planifier notre avenir. Elle voulait devenir associée chez Morrison & Blake dans les 5 ans, puis éventuellement ouvrir son propre cabinet spécialisé dans les litiges d'entreprise et les fusions. Je lui ai dit que je la soutiendrais de toutes les manières possibles. Pendant 13 ans, j'ai tenu cette promesse. Victoria travaillait des heures folles. Des semaines de 80 heures étaient la norme lors de la préparation des procès. Les week-ends disparaissaient dans les dossiers et les dépositions. Je ne me suis jamais plaint, car je comprenais l'ambition. Bon sang, j'avais bâti ma propre entreprise à partir de rien en utilisant le même dévouement obsessionnel. Mais quelque part vers la 10e année, les choses ont commencé à changer, d'une manière que je ne voulais pas admettre. Les nuits tardives sont devenues plus tardives. Les voyages d'affaires se sont multipliés comme des lapins. Victoria a commencé à prendre des appels dans d'autres pièces, fermant des portes qui restaient habituellement ouvertes. Elle a développé cette habitude de vérifier constamment son téléphone, le posant face contre terre sur chaque surface, protégé par une sécurité biométrique qu'elle changeait tous les mois. Quand je lui posais des questions à ce sujet, elle me repoussait avec des explications sur la confidentialité des clients et le secret professionnel. Des réponses parfaitement raisonnables, qui semblaient parfaitement fausses. Puis sont venus les changements sociaux. Victoria a rejoint une nouvelle salle de sport qui exigeait des frais d'adhésion spéciaux, et avait des séances d'entraînement à des heures étranges. Elle a commencé à acheter de la lingerie que je ne la voyais jamais porter, des pièces coûteuses provenant de boutiques dont je ne l'avais jamais entendu parler. Son parfum a changé aussi, passant de la légère senteur florale qu'elle portait depuis l'université à quelque chose de plus lourd, de plus exotique, le genre qui s'accroche aux vêtements et vous fait vous demander où la personne a passé son temps. Mais le plus grand signal d'alarme était la façon dont elle parlait de ses plans de carrière. Pendant des années, Victoria avait parlé de devenir associée chez Morrison & Blake comme si c'était son but ultime. Puis soudainement, il y a environ 8 mois, elle a commencé à parler de lancer son propre cabinet. Pas dans un avenir lointain comme nous l'avions toujours prévu, mais bientôt.
En quelques mois, elle avait des investisseurs alignés, disait-elle. Des bureaux déjà choisis dans le quartier financier. Tout allait vite, trop vite pour quelque chose qu'elle venait soi-disant de commencer à planifier. Je n'ai rien dit, parce qu'une partie de moi était curieuse de voir combien de temps elle maintiendrait la mascarade. Et honnêtement, une autre partie de moi calculait déjà les imprévus. Je n'avais pas construit une société d'investissement prospère en ignorant les signes avant-coureurs, ou en espérant que les problèmes se résoudraient d'eux-mêmes. Quand vous voyez de la fumée, vous commencez à chercher le feu. Et quand vous trouvez le feu, vous vous assurez de ne pas être dans le rayon de l'explosion quand tout sautera. L'invitation est arrivée 3 semaines avant l'événement. Papier cartonné épais, lettres en relief, le genre d'annonce formelle qui hurle « Nous avons réussi ». Célébration de la grande ouverture de Cambridge & Associates. Victoria me l'avait remise au petit déjeuner avec ce sourire brillant et plein d'attente. Trevor, c'est le grand jour, a-t-elle dit, les yeux brillants d'excitation. Tout ce pourquoi nous avons travaillé, je veux que tu sois là quand je couperai le ruban de mon propre cabinet. Notre cabinet, ai-je corrigé doucement. Nous avons construit cela ensemble. Son sourire a vacillé pendant une seconde. Bien sûr, notre cabinet. Mais la façon dont elle l'a dit montrait clairement quel nom figurait sur la porte, et quelle contribution elle valorisait réellement. Le matin de la fête, Victoria est partie tôt pour superviser les derniers préparatifs. Elle portait un tailleur bleu marine Armani qui avait probablement coûté 4000 $. Ses cheveux étaient coiffés dans ce chignon sévère qu'elle utilisait pour les réunions importantes. Elle avait tout l'air de l'avocate à succès sur le point de lancer son propre cabinet. Ce à quoi elle ne ressemblait pas, c'était une femme reconnaissante envers l'homme qui avait rendu tout cela possible. Voyez-vous, voici ce que Victoria ignorait que je savais. Il y a environ 6 mois, lorsqu'elle est venue me voir avec son plan d'affaires pour Cambridge & Associates, demandant un capital d'investissement pour faire décoller le cabinet, j'avais fait mes vérifications préalables. Pas seulement sur son modèle d'affaires, qui était solide, ou sa liste de clients potentiels, qui était impressionnante, mais sur ses motivations. Et ce que j'ai trouvé était intéressant. Victoria avait une liaison avec Nathan Cross, un associé gérant chez Morrison & Blake, depuis environ 18 mois. Nathan avait 52 ans, marié, 3 enfants, et avait apparemment un faible pour les jeunes associés ambitieuses qui lui rappelaient ses jours de gloire. La liaison avait commencé lors d'une affaire de fusion sur laquelle ils avaient travaillé ensemble. Beaucoup de nuits tardives dans des salles de conférence, qui menaient à des chambres d'hôtel dans des villes où personne ne connaissait leur nom. Je savais pour Nathan parce que je payais des gens pour savoir des choses. Le détective Raymond Pierce, ancien de la police de Chicago, dirigeait maintenant une agence d'investigation privée spécialisée dans le renseignement d'entreprises et, si nécessaire, les affaires personnelles. Ray m'avait tout donné. Reçus d'hôtels, photographies, SMS récupérés des relevés téléphoniques, et même des enregistrements audio provenant d'un appareil que Victoria avait accidentellement laissé allumer dans sa mallette lors d'un déjeuner particulièrement indiscret. Mais voici la chose qui m'a vraiment frappé. Nathan Cross était l'un des principaux investisseurs de Victoria dans Cambridge & Associates. Il avait engagé 8 millions de dollars dans sa start-up, de l'argent qu'il tirait d'un fonds fiduciaire que son père avait établi, de l'argent dont sa femme ne savait rien. Victoria avait 5 millions de dollars supplémentaires provenant de divers autres investisseurs, dont 3 millions de ses parents, qui avaient hypothéqué leur maison de retraite pour soutenir le rêve de leur fille. Et puis il y avait ma contribution, 20 millions de dollars. 20 millions que j'avais virés sur le compte professionnel de Cambridge & Associates sur une période de 6 mois, structurée comme une série d'investissements et de prêts qui faisaient de moi l'actionnaire majoritaire du cabinet. Victoria avait les papiers montrant mon investissement. Mais ce qu'elle n'avait pas, c'était la documentation complète montrant que chaque dollar pouvait être rappelé dans les 24 heures si certaines conditions n'étaient pas remplies. Des conditions que j'avais enterrées dans les petits caractères, et que l'excitation de Victoria lui avait fait sauter lors de la signature. Ces conditions étaient simples. L'investissement dépendait du maintien de notre mariage et du fait que Victoria ne s'engage dans aucune activité constituant un manquement à son obligation fiduciaire envers l'actionnaire principal du cabinet, à savoir moi. L'adultère, selon la définition légale que j'avais fait rédiger par mes avocats, constituait absolument un tel manquement. Victoria pensait être si intelligente, me faisant financer son rêve pendant qu'elle planifiait sa fuite avec Nathan. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais 3 coups d'avance sur elle depuis des mois, construisant un piège si parfait qu'elle ne le verrait pas avant qu'il ne se soit déjà refermé. La fête avait lieu au Four Seasons, parce que bien sûr, c'était là.
Victoria avait loué leur plus grande salle de bal pour la soirée, la même salle où nous avions célébré notre 5e anniversaire de mariage. L'ironie ne m'a pas échappé. Je suis arrivé exactement à l'heure, 19h02, portant le costume Tom Ford que Victoria m'avait acheté pour les grandes occasions. Si je devais regarder mon mariage se terminer, j'allais avoir une allure impeccable en le faisant. Dès que j'ai franchi les portes de la salle de bal, j'ai su que quelque chose clochait. L'énergie dans la pièce a changé, comme si quelqu'un avait changé de chaîne. Les conversations se sont arrêtées au milieu des phrases. Les gens se sont tournés pour me regarder avec des expressions allant de la pitié à l'amusement, voire à la moquerie pure et simple. Et puis, quelqu'un près de la scène du bar a chuchoté juste assez fort pour que je l'entende, le mari d'essai est là. Les rires ont commencé doucement, juste quelques gloussements du groupe le plus proche de moi. Mais cela s'est répandu dans la pièce comme des ondulations dans un étang, devenant plus fort et plus confiant à mesure que les gens réalisaient que j'avais entendu le commentaire. Mari d'essai. Comme si j'étais un modèle de pratique que Victoria avait utilisé avant de passer à la vraie version. Je suis resté là, à l'entrée, absorbant l'atmosphère. Les collègues de Victoria de Morrison & Blake étaient dispersés dans la salle, costumes coûteux et sourires étudiés, tous complices d'une blague dont j'étais apparemment la chute. Les parents de Victoria se tenaient près de la fontaine à champagne, l'air mal à l'aise mais pas surpris. Et là, près de l'avant de la salle, sur une petite scène où Victoria était censée prononcer son discours d'ouverture, se trouvait Nathan Cross, debout à côté de ma femme avec le genre de posture possessive qui rendait tout parfaitement clair. Victoria m'a vu alors. Nos yeux se sont croisés à travers la salle de bal bondée, et pendant un instant, juste un instant, j'ai vu quelque chose vaciller dans son expression. De la culpabilité peut-être, ou du regret, ou peut-être juste de l'irritation que je sois réellement venu. Puis son visage s'est durci dans un détachement professionnel, et elle a chuchoté quelque chose à Nathan, qui a souri et hoché la tête. Trevor, je suis si heureuse que tu aies pu venir, a dit Victoria, sa voix portant à travers la salle désormais silencieuse. Elle est descendue de la scène avec Nathan la suivant de près comme un chien obéissant. Pouvons-nous dire un mot en privé? Je les ai suivis dans une petite salle de conférence à l'écart de la salle de bal principale. La porte s'est refermée derrière nous avec un clic doux, qui sonnait comme la porte d'une cellule qui claque. Victoria a sorti une enveloppe de la poche de sa veste, impeccable et blanche, manifestement préparée à l'avance. Trevor, a dit Victoria, sa voix prenant ce ton professionnel et sec qu'elle utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles aux clients. Je pense que nous savons tous les deux que ce mariage ne fonctionne plus depuis un certain temps. Nathan se tenait près de la fenêtre, ne faisant même pas semblant de cacher sa présence ou son rôle dans ce petit drame. Il me regardait avec quelque chose ressemblant à de la pitié, comme s'il se sentait désolé pour le pauvre idiot qui n'avait rien vu venir. C'est un endroit intéressant pour des papiers de divorce, ai-je dit, gardant ma voix neutre. La fête d'ouverture de ton cabinet. Victoria a eu la décence d'avoir l'air légèrement mal à l'aise. Je pensais que ce serait efficace. Le premier dossier officiel traité par Cambridge & Associates est notre divorce. Considère cela comme une déclaration sur l'engagement du cabinet à gérer les situations difficiles avec professionnalisme. Comme c'est attentionné, ai-je répondu. Tu transformes notre mariage raté en opportunité marketing. Ne sois pas dramatique, Trevor, a dit Victoria en ouvrant l'enveloppe et en sortant une pile de documents juridiques. Ce sont des papiers de dissolution standard. Partage des biens communs, divorce sans faute. Propre et simple. J'ai déjà signé. Tout ce dont j'ai besoin, c'est ta signature, et nous pourrons tous les deux avancer dans nos vies. J'ai pris les papiers et je les ai parcourus rapidement. C'était exactement ce qu'elle disait, un divorce simple avec une répartition équitable des actifs. Victoria garderait Cambridge & Associates. Je garderais Ashford Capital Management, et nous partagerions tout le reste par le milieu. Sauf que Victoria avait commis une erreur cruciale dans ses calculs. Elle avait estimé la valeur de Cambridge & Associates à 15 millions de dollars, comptabilisant les investissements qu'elle connaissait de la part de Nathan, de ses parents et de divers autres bailleurs de fonds. Mais elle avait, d'une manière ou d'une autre, oublié de comptabiliser correctement ma contribution de 20 millions de dollars. Les documents montraient mon investissement comme un actif matrimonial standard à partager, plutôt que ce qu'il était réellement, un prêt rappelable avec des exigences de performance spécifiques qu'elle venait de violer. Cela semble assez simple, ai-je dit en sortant un stylo de la poche de ma veste. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Victoria a hoché la tête fermement. C'est ce dont nous avons tous les deux besoin.
Tu le sais aussi bien que moi. Nathan s'est avancé alors, plaçant sa main sur l'épaule de Victoria dans un geste de soutien qui m'a retourné l'estomac. Pour ce que ça vaut, Trevor. Sans rancune. Ces choses arrivent. Victoria et moi n'avions pas prévu que cela se développe de la façon dont ça s'est fait. J'ai regardé Nathan Cross, cet homme qui avait aidé à détruire mon mariage tout en volant sa propre famille pour financer l'entreprise de ma femme. Bien sûr que vous ne l'avez pas prévu, ai-je dit agréablement. Planifier nécessiterait de penser aux conséquences, et aucun de vous ne semble particulièrement doué pour cela. J'ai signé chaque page sans les lire. Des signatures rapides et efficaces qui ont fait s'écarquiller légèrement les yeux de Victoria. Elle s'attendait probablement à ce que je me batte, que je discute, que je la supplie de reconsidérer. Au lieu de cela, j'ai rendu les papiers avec un sourire. C'est fait, ai-je dit. As-tu besoin d'autre chose de ma part? Victoria a remis les papiers dans l'enveloppe, le soulagement évident sur son visage. Non, c'est tout. Tu es le bienvenu pour rester à la fête si tu le souhaites, mais je comprends si tu préfères partir. Je pense que je vais passer mon tour pour la célébration, ai-je répondu en me tournant vers la porte. Mes félicitations pour le nouveau cabinet, Victoria. J'espère qu'il est tout ce que tu rêvais qu'il serait. Je suis sorti de cette salle de conférence la tête haute, mon téléphone déjà à la main. Derrière moi, je pouvais entendre Victoria et Nathan parler à voix basse et soulagée. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que je m'étais juste couché et que je leur avais donné tout ce qu'ils voulaient sans me battre. Ils n'avaient aucune idée que le vrai combat ne faisait que commencer, et qu'il serait terminé avant même qu'ils ne réalisent qu'ils avaient perdu. Le trajet en Uber jusqu'à mon Pentouse a pris 15 minutes à travers la circulation de Chicago. Durant ces 15 minutes, j'ai passé 3 appels téléphoniques qui allaient démanteler tout ce que Victoria avait construit. Le premier appel était pour mon avocat, David Sherman. David et moi étions amis depuis Northwestern, et il se spécialisait exactement dans le genre d'options nucléaires que j'étais sur le point de déployer. David, ai-je dit quand il a répondu, exécute le protocole 7. Tous les comptes, tous les investissements, tout ce dont nous avons discuté. Bon sang, Trevor, a répondu David. Mais je pouvais déjà l'entendre taper au clavier. Tu es absolument certain de ça? Elle vient de me remettre les papiers du divorce à la soirée d'ouverture de son cabinet, devant Nathan Cross et la moitié des associés de Morrison & Blake. Je suis certain. Donne-moi 2 heures, a dit David. Tout sera en mouvement d'ici 22 heures. Le deuxième appel était pour Raymond Pierce, mon enquêteur privé. Ray, il est temps de publier la documentation. Tout ce que nous avons collecté. La femme de Nathan Cross reçoit le dossier complet en personne. Le comité d'éthique de Morrison & Blake reçoit ses copies demain matin, et assure-toi que l'association du barreau de l'Illinois reçoive son jeu avant la fin de la journée ouvrable. Déjà prêt, a dit Ray. Le messager se dirige vers la maison de Madame Cross en ce moment même. Les autres paquets seront livrés comme spécifié. Le troisième appel était celui qui ferait le plus mal à Victoria. J'ai composé le numéro de Charles Brennan, l'associé gérant chez Morrison & Blake, et le supérieur direct de Nathan Cross. Charles, c'est Trevor Ashford. J'appelle au sujet de Nathan Cross et de certaines préoccupations concernant sa conduite éthique qui affectent la réputation de votre cabinet. J'ai passé les 10 minutes suivantes à exposer tout ce que je savais sur la liaison de Nathan avec Victoria, son détournement de fonds fiduciaires pour investir dans son cabinet, et les divers conflits d'intérêts qui avaient émergé de leur relation. J'avais la documentation, ai-je dit à Charles, et j'étais prêt à la partager avec les autorités compétentes si Morrison & Blake ne prenait pas de mesures immédiates. Charles Brennan était beaucoup de choses, mais stupide n'en faisait pas partie. Il m'a remercié d'avoir porté cela à son attention, et m'a assuré que le cabinet mènerait une enquête interne approfondie commençant immédiatement. Traduction, la carrière de Nathan Cross était finie, et Morrison & Blake allait le jeter sous le bus si vite qu'il ne saurait pas ce qui l'a frappé. Au moment où je suis entré dans mon Pentouse, les dominos tombaient déjà. Je me suis versé 3 doigts de Macallan 25 et je me suis installé dans mon fauteuil en cuir surplombant la ville. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement, mais je l'ai ignoré. Laissez-les paniquer. Laissez-les se démener pour comprendre ce qui se passait. J'avais passé des mois à planifier ce moment, et j'allais en savourer chaque seconde. La première véritable indication que Victoria comprenait l'ampleur de son erreur est arrivée à 21h47. Mon téléphone affichait 127 appels manqués et 2 fois plus de SMS. La plupart venaient de Victoria,
passant de la confusion à la colère, puis à la panique absolue. Les messages racontaient l'histoire de sa soirée s'effondrant en temps réel. 21h03, Trevor, il y a un problème avec les comptes du cabinet. Appelle-moi. 21h15, Trevor, ce n'est pas drôle. Où est passé l'argent? 21h28, Trevor, 20 millions de dollars manquent sur le compte professionnel. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? 21h35, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler de ça. Il doit y avoir une erreur. 21h42, Trevor, s'il te plaît. Les investisseurs sont là. Ils posent des questions auxquelles je ne peux pas répondre. J'ai pris une gorgée lente de mon scotch et j'ai continué à lire. La progression était un cas d'école. Le déni cédant la place à la colère, cédant la place à la supplication désespérée. Mais je n'étais plus intéressé par les sentiments de Victoria. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle apprenait que les choix ont des conséquences. Mon téléphone a sonné à nouveau, le visage de Victoria remplissant l'écran. J'ai laissé aller sur la messagerie. Puis un autre appel, cette fois de Nathan Cross. Messagerie, puis Victoria à nouveau. Puis sa mère, puis Nathan à nouveau, puis un numéro que je ne reconnaissais pas, mais que je supposais être quelqu'un de Cambridge & Associates. À 22h07, on a frappé à ma porte. Des coups insistants, urgents, qui résonnaient dans mon pantouse. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité et j'ai vu Victoria debout dans le couloir, toujours dans ce tailleur bleu marine Armani, mais paraissant maintenant décidément moins calme. Ses cheveux s'étaient détachés de son chignon sévère. Le mascara avait coulé sous ses yeux, et elle tenait son téléphone comme une arme. J'ai pris une autre gorgée de scotch et j'ai marché vers la porte, l'ouvrant lentement. « Victoria » ai-je dit agréablement. C'est inattendu. Elle m'a bousculé sans attendre d'invitation, tournoyant dans mon salon avec des yeux fous. « Qu'est-ce que tu as fait? » L'argent, Trevor. Où est l'argent? J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, croisant les bras. De quel argent parles-tu? Ne joue pas à ça avec moi. 20 millions de dollars ont disparu du compte de Cambridge & Associates. La banque dit que c'était un virement autorisé par l'actionnaire principal. C'est toi, Trevor. Tu as retiré la totalité de l'investissement. Je suis passé devant elle pour remplir mon verre, prenant mon temps pour verser. Ah bon? Cela ressemble à quelque chose dont je pourrais me souvenir. Trevor, s'il te plaît. La voix de Victoria s'est brisée légèrement. Ce n'est pas juste à propos de nous. J'ai d'autres investisseurs, des gens qui m'ont fait confiance. Mes parents ont hypothéqué leur maison pour ça. Nathan a mis 8 millions. Le bail du bureau, l'équipement, les salaires du personnel, tout dépend de ce capital que tu as promis. Je me suis tourné pour lui faire face et, pour la première fois de la soirée, j'ai laissé mes vraies émotions apparaître. Du capital? Que j'ai promis? Soyons très clairs sur quelque chose, Victoria. Je n'ai rien promis. J'ai fait un investissement dépendant de certaines conditions à remplir. Tu as violé ces conditions. Par conséquent, l'investissement a été rappelé. C'est tout à fait légal et clairement souligné dans les documents que tu as signés. Quelles conditions a exigé Victoria? Il n'y avait pas de conditions. C'était un accord d'investissement standard. Page 47, sous-section 12, ai-je dit calmement. L'investissement reste valide à condition que l'actionnaire principal maintienne un intérêt fiduciaire exempt de conflit d'intérêts, de violations éthiques ou de manquements à la confiance qui compromettraient l'intégrité du cabinet. Ta liaison avec Nathan Cross, qui est aussi un investisseur, constitue un conflit d'intérêts massif. Ton utilisation de mon capital d'investissement tout en planifiant de divorcer de moi constitue un abus de confiance. Par conséquent, le contrat est nul et l'investissement est rappelé. Le visage de Victoria est devenu blanc. Tu savais tout ce temps? Tu savais pour Nathan? Je le sais depuis 18 mois, ai-je répondu. Depuis la première chambre d'hôtel à Minneapolis pendant la fusion Carmichael. Je suis au courant de chaque dîner, chaque escapade le week-end, chaque mensonge que tu as raconté tout en planifiant ta stratégie de sortie. Je sais tout, Victoria. J'ai juste attendu que tu aies construit quelque chose qui vaille la peine d'être détruit avant de te l'enlever. Elle s'est effondrée sur mon canapé, ses jambes ne pouvant apparemment plus supporter son poids. Mais l'argent de mes parents, l'investissement de Nathan. Tu détruis la vie de gens innocents. J'ai ri.
J'ai vraiment ri. Nathan Cross est innocent? L'homme qui a détourné des fonds du trust de son père pour t'impressionner? L'homme qui est actuellement en train de recevoir les papiers du divorce de sa femme de 25 ans? L'homme dont la carrière juridique est sur le point d'imploser quand l'association du barreau de l'Illinois recevra la documentation de ses violations éthiques demain matin. Ce Nathan Cross? Victoria m'a regardé avec horreur. Tu as envoyé de la documentation à l'association du barreau. J'ai envoyé de la documentation à tous ceux qui avaient besoin de la voir. Le comité d'éthique de Morrison & Blake, le barreau de l'État, la femme de Nathan, qui d'ailleurs a déjà demandé le divorce et gelé tous les actifs matrimoniaux, ce qui inclut les 8 millions qu'il a investis dans ton cabinet. Oh, et j'ai aussi notifié les administrateurs du fonds fiduciaire de son détournement de fonds. Nathan risque des poursuites pénales, Victoria. Mais bien sûr, parlons des gens innocents. C'est de la folie, a chuchoté Victoria. Tu détruis tout parce que je ne suis plus amoureuse de toi. Je me suis accroupie devant elle, croisant son regard directement. Non, Victoria, je t'enseigne que les actions ont des conséquences. Tu n'es pas simplement tombé en désamour. Tu as planifié une trahison élaborée, utilisé mon argent pour financer ta fuite, tu m'as humilié devant tes collègues, et tu as pensé que tu pourrais t'en tirer sans problème. Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de respect, d'intégrité, et du principe fondamental selon lequel tu ne peux pas utiliser quelqu'un et le jeter ensuite sans faire face à aucune conséquence. Mon téléphone a vibré avec un autre appel entrant. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu que c'était Charles Brennan de Morrison & Blake. J'ai répondu sur haut-parleur. Trevor, a dit Charles, sa voix tendue par une colère à peine contenue. Nathan Cross a été licencié avec effet immédiat. Nous avons également mené un examen de la situation de Cambridge & Associates, et je dois t'informer que Morrison & Blake va retirer son engagement de partenariat avec le cabinet. Compte tenu des complications éthiques qui ont émergé, nous ne pouvons pas associer notre nom à cette entreprise. Je comprends parfaitement, Charles, ai-je répondu, regardant le visage de Victoria s'effondrer alors qu'elle entendait son ancien cabinet retirer son soutien. Merci de gérer cela avec un tel professionnalisme. Après avoir raccroché, Victoria m'a juste fixé. Tu as tout détruit, a-t-elle dit. Le cabinet, la carrière de Nathan, ma réputation, tout ce pourquoi j'ai travaillé est parti. Non, ai-je corrigé doucement. Tu as tout détruit quand tu as décidé que la trahison était une stratégie commerciale acceptable. Je me suis juste assuré que tu ne pourrais pas en profiter. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, a demandé Victoria, des larmes commençant à couler sur son visage. J'ai du personnel qui dépend de moi. J'ai des créanciers qui attendent un paiement. J'ai un bail sur des bureaux que je ne peux pas payer sans ton investissement. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant l'horizon de Chicago. Tu es une femme intelligente, Victoria, l'une des plus intelligentes que j'ai jamais connues. Débrouille-toi comme je l'ai fait quand j'ai commencé avec rien. Construis quelque chose de réel, quelque chose de mérité, quelque chose qui ne dépend pas du mensonge, de la tricherie et de l'utilisation des gens qui t'aiment. Trevor, s'il te plaît, donne-moi juste quelque chose. N'importe quoi. Mes parents vont perdre leur maison si ce cabinet échoue. Je me suis retourné pour lui faire face. Tes parents peuvent contacter mon avocat. Je structurerai un plan de remboursement pour leur investissement afin de protéger leur maison, mais c'est parce qu'ils sont innocents dans cette histoire, Victoria. Ils ont cru en toi, ont soutenu ton rêve, et ne méritent pas de souffrir parce que leur fille a choisi d'être impitoyable. Mais toi, tu n'obtiendras rien de moi, à part la leçon que tu aurais dû apprendre il y a longtemps. Le caractère compte plus que l'ambition, et l'intégrité n'est pas optionnelle. Victoria a quitté mon Pentouse à 23h23. Son costume coûteux froissé, son maquillage ruiné, sa vie entière en ruine. J'ai regardé depuis ma fenêtre alors qu'elle montait dans sa voiture et s'éloignait, probablement pour retourner expliquer à ses investisseurs et à son personnel comment tout s'était effondré en une seule soirée. Le lendemain matin, mon téléphone explosait encore d'appels et de messages. L'avocat de Nathan Cross essayant de négocier une sorte d'accord. Les parents de Victoria me remerciant pour le plan de remboursement tout en pleurant sur les choix de leur fille. Divers investisseurs de Cambridge & Associates essayant de comprendre comment ils avaient tout perdu du jour au lendemain. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, mais il y a un appel que j'ai pris, celui de Sébastien, mon fils de mon premier mariage. Il avait entendu dire par la rumeur ce qui s'était passé et appelait pour prendre de mes nouvelles. Papa,
a dit Sébastien quand j'ai répondu. Maman m'a parlé de Victoria. Est-ce que ça va? Je vais mieux que bien, lui ai-je dit honnêtement. Je suis libre. Tu as vraiment retiré 20 millions de dollars en une seule nuit. Chaque centime, ai-je confirmé. Et je le referai sans hésiter. Sébastien est resté silencieux un moment. Tu sais ce qui est fou, papa? La plupart des gens appelleraient ce que tu as fait cruel ou vindicatif, mais de là où je suis assis, ça ressemble à de la justice. Il avait raison. Bien sûr, ce n'était pas une question de vengeance ou de cruauté. C'était une question de conséquence, de s'assurer que les gens qui pensent pouvoir utiliser et jeter les autres sans répercussion apprennent que le monde ne fonctionne pas comme ça. Victoria avait passé des mois à planifier sa sortie, utilisant mes ressources pour construire son rêve tout en se préparant à m'humilier publiquement. Elle avait parié que je serais trop faible ou trop amoureux pour riposter. Elle avait mal parié. 6 mois plus tard, j'ai croisé Victoria lors d'une conférence juridique. Elle travaillait comme associée dans un cabinet de taille moyenne, reconstruisant sa carrière à partir de zéro après que Cambridge & Associates se soit effondré de manière spectaculaire. Nathan Cross avait été radié et faisait face à des accusations criminelles. Sa femme avait tout pris lors du divorce, y compris la maison, les voitures et les fonds pour l'université des enfants. Victoria paraissait plus mince, plus vieille, comme si les 6 derniers mois l'avaient vieilli de 10 ans. Quand elle m'a vu, elle ne s'est pas approchée et n'a pas essayé de parler. Elle a juste hoché la tête une fois, une reconnaissance de l'histoire partagée et de la destruction mutuelle. J'ai hoché la tête en retour et je suis parti. Il n'y avait plus rien à dire. Elle avait appris sa leçon. J'avais avancé dans ma vie, et le monde s'était rééquilibré comme il le fait toujours quand vous refusez de laisser les gens vous traiter comme un objet jetable. C'est ça le truc quand on est sous-estimé. Les gens pensent que le calme signifie la faiblesse. Ils pensent qu'être arrangeant signifie être un paillasson. Ils pensent que le silence signifie que vous ne remarquez pas ce qui se passe. Mais parfois, la personne la plus calme dans la pièce est calme parce qu'elle a 3 coups d'avance. Planifiant des mouvements que vous ne verrez pas venir avant qu'il ne soit trop tard pour les arrêter. Victoria m'a appelé un « mari d'essai » à cette fête. Elle avait raison d'une certaine manière. J'étais un essai pour voir ce qui se passe quand on confond gentillesse et faiblesse, et générosité et stupidité. Elle m'a testé et elle a échoué. Et en échouant, elle a perdu tout ce pour quoi elle avait travaillé. Si vous avez trouvé cette histoire satisfaisante, appuyez sur le bouton « J'aime » et laissez un commentaire pour me dire si je suis allé trop loin, ou si Victoria a eu exactement ce qu'elle méritait. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires sur des gens ordinaires qui refusent d'être traités comme des objets jetables. Parce que tout le monde a un point de rupture, et parfois la vengeance la plus silencieuse est celle que personne ne voit venir jusqu'à ce qu'elle ait déjà détruit tout ce qu'ils ont construit sur des mensonges. À la prochaine fois, souvenez-vous que sous-estimer quelqu'un n'est pas juste une erreur. C'est une opportunité pour lui de vous montrer exactement ce dont vous auriez dû avoir peur depuis le début.